Donc, pour ma part, je suis venu aujourd'hui vous présenter le dispositif de l'apprentissage. Alors, il faut comprendre que l'apprentissage, sur une vision historique, c'est quelque chose de très ancien. Enfin, je veux dire, on peut quasiment remonter au Moyen-Âge, où il y avait des personnes qui apprenaient des métiers par le jeu de l'apprentissage. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas apprentissage, ça s'appelait plutôt le compagnonnage. Et il y a encore des structures, les compagnons du Tour de France, qui existent, mais qui font que cet état d'esprit de formation est celui de l'apport de connaissances. Je vais apprendre, d'accord? Je vais apprendre en faisant. Donc c'est par le travail, c'est par l'acte, d'accord, de faire, qu'on va effectivement se former et qu'on va apprendre. Donc l'apprentissage, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est une formation qui se déroule en alternance. Alternance, ce qui veut dire qu'il y a deux temps importants dans la vie d'un apprenti. C'est un temps de présence chez un employeur, d'accord, un temps de présence chez un employeur, où il sera accompagné d'un maître d'apprentissage, une personne qui est dédiée, d'accord, à sa formation. Ce maître d'apprentissage, c'est une personne forcément qui est compétente, qui a effectivement des connaissances professionnelles, certaines, et qui va aider ce jeune à acquérir. Il va lui transmettre un savoir, il va lui transmettre des savoir-faire, il va lui transmettre aussi des savoir-être. Donc le maître d'apprentissage va accompagner l'apprenti durant son parcours de formation. Donc ça, c'est le temps où on est en entreprise. Et puis après, il y a un autre temps, important aussi, c'est celui où on est dans un centre de formation d'apprentis. C'est une structure avec des enseignants, comme vous pouvez en avoir au lycée, avec des enseignants qui ont pour objectif de vous préparer à un diplôme. D'accord? L'objectif de l'apprentissage, c'est effectivement suivre une formation pour atteindre un diplôme. On ne fait pas de la formation sans but diplômant. C'est une formation diplômante. À la fin, vous avez effectivement la possibilité de présenter un diplôme. C'est même une obligation de présenter ce diplôme. Ça fait partie du contrat que vous signez avec le centre de formation et avec l'employeur. Donc c'est une formation qui peut avoir des rythmes très différents, d'accord? Quand on est sur un diplôme, par exemple, de premier niveau de qualification, du style un CAP, on va réaliser une semaine de formation en centre et 3 semaines de présence chez l'employeur. Quand on est sur des diplômes supérieurs, du style des brevets professionnels, des bacs professionnels, des BTS, on va se retrouver sur des temps d'alternance qui vont être les suivants: 2 semaines en entreprise, 2 semaines en centre de formation. Puis après, on peut aussi, par le jeu de l'apprentissage, préparer des licences, des masters, même des diplômes d'ingénieurs qui se déroulent par la voie de l'apprentissage. Et là, le rythme d'alternance peut changer. D'accord? Donc, vous voyez que ces rythmes d'alternance sont posés sur des calendriers de formation que vous avez dès le démarrage de votre année de formation. Souvent, l'année de formation commence en septembre. Okay, donc, vous faites votre entrée en septembre, voire en octobre, et vous avez un calendrier de l'alternance qui vous expliquera concrètement à quelle période de l'année vous êtes en centre de formation ou vous êtes auprès de votre employeur. Et donc, bien évidemment, l'apprenti doit respecter ces temps-là. Voilà. Alors, comme je vous l'ai indiqué, l'objectif d'un contrat d'apprentissage, c'est de se former à un diplôme tout en acquérant une expérience professionnelle. Vous avez bien compris que quand vous êtes en entreprise, vous allez être véritablement dans l'acte de faire. Vous allez, si vous êtes sur des métiers manuels, exercer votre pratique professionnelle manuelle. Si vous êtes sur des métiers qui ont une dominante tertiaire, métiers liés à l'accueil, au secrétariat, diplôme d'ingénieur, et bien effectivement, vous allez avoir des missions qui sont en lien avec l'accueil, le secrétariat ou la pratique d'un ingénieur. S'il doit réaliser des études, vous serez un apprenti ingénieur, d'accord? Et vous avez donc cette faculté de réaliser des actes professionnels sous la conduite du maître d'apprentissage. Alors on dit souvent que l'apprentissage est une voie d'excellence.
Pourquoi on considère que c'est une voie d'excellence? C'est parce que pendant ce temps-là, vous devez préparer un diplôme comme les autres étudiants. Vous préparez un diplôme comme les autres étudiants, si ce n'est que vous avez, vous, une situation très particulière, c'est que vous préparez le diplôme et vous travaillez également. Donc, c'est une voie particulièrement exigeante. Quand on est en situation de travail, c'est 35 heures toutes les semaines, avec, certes, des congés qui vous sont accordés, mais qui sont les congés qu'ont tout salarié, c'est-à-dire au minimum 5 semaines de congés payés. Vous avez en principe une semaine supplémentaire pour préparer votre examen, d'accord? Et puis après, bon, vous pouvez avoir quelques jours fériés par-ci, par-là. Mais quand vous regardez votre temps d'activité en tant qu'apprenti, c'est bien plus que ce que fait un étudiant qui ne va, par exemple, que dans une école où il se retrouve avec des vacances scolaires qui sont quand même bien plus importantes. Alors, c'est une voie d'excellence parce que ça permet de préparer un diplôme, et le diplôme, sachez qu'il a la même valeur que vous l'ayez eu en apprentissage ou dans le cursus scolaire traditionnel. C'est exactement le même diplôme, c'est pas un diplôme au rabais, c'est le même référentiel des matières qu'il faut apprendre, ce sont exactement les mêmes, et les épreuves du diplôme, ce sont également les mêmes. Si ce n'est, alors après les taux de réussite au diplôme, on pourrait dire, oui, c'est bien plus exigeant, est-ce que les apprentis ont de bons taux de réussite au diplôme? Les statistiques montrent que les apprentis ont les mêmes taux de réussite au diplôme que les autres étudiants. D'accord? Ils n'ont pas un meilleur taux, ils n'ont pas un taux moindre. Ils ont les mêmes taux de réussite. Ce qui veut dire que la plupart des diplômes, on arrive avec des taux de réussite qui sont à plus de 70%, voire 80%, voire dans certains diplômes 100%. Par la voie de l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Les apprentis n'ont pas un taux de réussite inférieur. Ils ont le même taux de réussite. Mais avec beaucoup d'exigences en ce qui les concerne, compte tenu de cette alternance qui est organisée et des temps de travail qui sont quand même conséquents. Donc, c'est, si j'ose dire, une école qui permet de réussir au diplôme, mais aussi de découvrir la vie professionnelle. D'accord? L'apprentissage vous permet de découvrir la vie professionnelle avec la réalité de ce que cela représente. Bien évidemment, si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez comprendre que derrière, il y a un contrat. Donc, c'est le contrat d'apprentissage. Vous travaillez dans une entreprise, il y a un contrat d'apprentissage qui est signé. Ce contrat d'apprentissage, il faut comprendre qu'il a une finalité, préparer un diplôme. Ce diplôme se déroule en alternance, mais c'est aussi un contrat de travail. C'est aussi un contrat de travail. Donc, ce qui veut dire que, comme tous les autres salariés, vous allez avoir des droits et des obligations. Alors, à votre avis, en termes de droits, quand on travaille, déjà, c'est gagner un salaire. Donc, c'est pas inintéressant. On verra les montants de salaire tout à l'heure. Donc, premier temps, vous avez droit, bien évidemment, à un salaire. Vous avez droit, bien évidemment, aussi au congé payé. Vous avez droit à une protection sociale. Cotisation assurance maladie, cotisation retraite, cotisation invalidité, etc. Enfin voilà. Mais déjà, vous cotisez pour la retraite. D'accord? Donc votre temps de travail, il vous permet déjà de valider des trimestres. Bon, pour plus tard, certes, c'est très loin pour vous, mais sachez qu'à un moment donné, on a besoin quand même de faire le décompte. Et plus tôt on a travaillé, en principe, plus tôt on pourra partir à la retraite aussi. Donc, ce n'est pas inintéressant de ce côté-là. Ce n'est pas du temps perdu, si j'ose dire. Donc, vous voyez que par rapport au statut de l'apprenti, il y a un statut qui est celui du salarié traditionnel. D'accord? Et bien évidemment, l'apprenti, il va apporter à la collectivité, à l'entreprise qu'il emploie, bien évidemment, des connaissances. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas voir le contrat d'apprentissage
comme étant juste un jeune qui intègre une collectivité, qui intègre une entreprise, et qui est à la limite juste une éponge. Il est là, certes, pour recevoir des compétences. Il est là pour recevoir de la part du maître d'apprentissage. Il va lui transmettre son expérience, il va lui transmettre des enseignements, il va lui transmettre. Donc l'apprenti va apprendre, certes, il va apprendre du maître d'apprentissage. Mais il faut comprendre aussi que cette personne qui est, ce jeune, qui est dans l'entreprise, ce jeune va apporter aussi quelque chose à l'entreprise. Il va apporter, à la limite, son dynamisme. Il va apporter son regard, qui est sans doute particulier par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Et il va apporter quelque chose dont on perçoit très vite aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde où le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie au travail. Et ce qu'on a pu constater actuellement, c'est que souvent l'apprenti va apporter des connaissances au maître d'apprentissage sur tout ce qui touche aux nouvelles technologies. D'accord ? Parce que le maître d'apprentissage, souvent c'est quelqu'un qui a un décalage d'âge. Bon, je vous donnerai les conditions pour être maître d'apprentissage. Bon, il faut être un professionnel, etc. Mais vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui ont peut-être 40, 50 ans qui se retrouvent maîtres d'apprentissage. Je suis persuadé que sur le champ des nouvelles technologies, le champ de tout ce qui est numérique, vous avez sans doute des atouts, vous avez sans doute des savoir-faire que le maître d'apprentissage n'a pas. Donc vous voyez que c'est un échange de bons procédés entre un maître d'apprentissage qui va transmettre du savoir, mais également ce jeune qui va apporter sa vision, qui va apporter son dynamisme et qui va apporter également certains savoirs. Et donc, c'est un dispositif, vous voyez, où tout le monde est gagnant. Donc, on va revenir maintenant sur l'aspect de la rémunération. Alors, cette rémunération, il faut savoir qu'elle est calculée en pourcentage du SMIC. Les chiffres qui vous sont indiqués, ce sont des chiffres minimum, d'accord, comme le Code du travail le prévoit, c'est-à-dire un pourcentage du SMIC qui est calculé en fonction de l'âge et en fonction de la durée du contrat d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage peuvent être signés sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il peut y avoir une succession de contrats d'apprentissage, c'est-à-dire que vous pouvez signer un contrat d'apprentissage de 2 ans, par exemple pour préparer un BTS, et puis vous avez votre BTS, vous pouvez signer après un nouveau contrat d'apprentissage pour préparer une licence. D'accord ? Donc il peut y avoir une succession de contrats d'apprentissage. Ces contrats d'apprentissage, comme vous l'avez compris, ont une durée et ont également un paramètre lié à l'âge. Donc il y a 3 catégories d'âge, avant 18 ans, de 18 à 21 ans, et au-delà de 21 ans. Bien évidemment, ces pourcentages font que ce qui est indiqué là, c'est la partie minimum. Si vous travaillez par exemple dans la fonction publique, si vous faites un contrat d'apprentissage dans la fonction publique, il faut savoir que, par exemple, si on fait un diplôme, si on est dans la fonction publique et qu'on prépare un diplôme, par exemple, de BTS, diplôme BTS, vous allez vous retrouver en première année, vous voyez, 18-21 ans, admettons que ce soit cette catégorie-là, la plupart du temps, ok, on prépare un BTS, on a plutôt cet âge-là. 18-21 ans, et on prépare un BTS, en première année, au lieu d'avoir 41%, ça sera 61%. D'accord ? Et forcément, donc plus 20 points, plus 20 points. Et si on est en deuxième année, au lieu de faire 49%, on se retrouve avec plus 20 points, donc ça sera 69%. Mais l'apprenti ne voit pas son salaire avec des charges qui lui sont décomptées. Le brut égale le net. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des feuilles de paie. Vous avez déjà un peu travaillé, certains d'entre vous, sans doute. Vous voyez, la plupart du temps, il y a un brut et un net quand vous avez une feuille de paie. Le salaire brut, c'est avant la déduction des charges sociales. D'accord ? C'est des prélèvements qui sont faits pour financer les retraites, pour financer l'assurance maladie, etc. Pour l'apprenti, le brut égale le net. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne qui est payée
au SMIC, 100% du SMIC brut, 100% du SMIC brut, ça équivaut quasiment à 85% du net. D'accord? Puisqu'il y a un différentiel de 15% de charges sociales. Là, vous voyez que l'apprenti qui aurait 21 ans, qui ferait une licence, il se retrouverait quasiment en deuxième année avec 81%. Enfin, je veux dire, une licence dans la fonction publique, etc. Au lieu d'avoir 61, ça serait 81%. Et avec 81%, vous voyez, on n'est pas loin d'une rémunération équivalente à une personne qui travaille au SMIC, en sachant que il ne faut pas oublier que là-dedans, vous n'êtes pas présent à temps complet dans l'entreprise. Vous n'êtes pas présent à temps complet dans l'entreprise, puisque vous avez une partie qui se déroule en centre de formation. D'accord? Donc, bon, au-delà de la rémunération, qui est un plus quand même quand on est jeune, ce qu'il faut avoir compris, c'est que vous avez des droits sociaux qui sont liés à cela. Vous avez aussi ce qui s'appelle la carte d'étudiant des métiers. Il y a la carte d'étudiant quand vous allez vous inscrire à l'université. Hein, vous prenez une inscription à l'université, vous avez une carte d'étudiant. Vous êtes inscrit dans un centre de formation d'apprentis, vous avez une carte qui s'appelle carte d'étudiant des métiers. Ça veut dire que vous êtes étudiant pour préparer un métier. Et cette carte d'étudiant des métiers vous donne les mêmes droits par rapport au Crous, par rapport au restaurant universitaire, par rapport à des tarifs étudiants pour bénéficier, je ne sais pas, d'une réduction à la SNCF ou autre. D'accord ? Vous avez, avec votre statut de carte d'étudiant des métiers, vous avez les mêmes avantages qu'un étudiant traditionnel. Alors, à quel moment on peut signer un contrat d'apprentissage ? Alors, déjà, il faut savoir que l'apprentissage est ouvert aux personnes qui ont, en principe, 16 ans, voire avec quelques dérogations, ça peut être à partir de 15 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait au moins des études jusqu'en 3e, et on peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir moins de 26 ans. Et après, bien évidemment, vous pouvez, donc vous avez juste moins de 26 ans, vous signez le contrat d'apprentissage, vous pouvez faire un contrat de 2 ans, admettons, ok, donc vous allez terminer à presque 28 ans, et vous pouvez enchaîner après également un autre contrat d'apprentissage. D'accord ? Donc il peut y avoir des apprentis qui se retrouvent en ayant une trentaine d'années. Ce qui compte, c'est la date de signature, la date d'entrée dans le dispositif apprentissage. Et là, il faut avoir moins de 26 ans. Donc, bon, pour vous, ça vous laisse encore de la marge. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que vous pouvez commencer des études par la voie traditionnelle, hein, après post-bac. Vous faites effectivement des études comme vous l'entendez, et à un moment donné, vous pouvez vous dire tiens, je veux faire un master en apprentissage. Il m'arrive d'être également enseignant à l'université de Montpellier. Ce matin, j'avais des étudiants en master 2. Bon, certains sont en contrat d'apprentissage et ils ont fait leurs premières années de formation par la voie traditionnelle, hein, sans contrat d'apprentissage. Le master, ils le font effectivement en situation d'apprenti. Et ils ont forcément un âge un peu plus conséquent que le vôtre. Hein, voilà. Alors, les diplômes qu'on peut préparer, il faut comprendre qu'on peut préparer des diplômes qui vont du niveau CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. D'accord ? Donc le champ des diplômes est très très large. Le champ des diplômes est très très large. Il faut savoir que l'organisation de l'apprentissage, c'est le conseil régional, la région, qui organise les formations par apprentissage. La région, avec le concours des services de l'éducation nationale, avec le concours des services de l'État. Mais pour ouvrir un diplôme par apprentissage, c'est une décision du conseil régional. Bon. Et donc dans chaque région, il y a des formations par apprentissage, mais qui peuvent être largement différentes d'une région à l'autre. Si je prends la carte des formations par apprentissage de la région Occitanie, celle qui nous concerne, et la carte de la formation par apprentissage de la région PACA, on va se retrouver avec des similitudes de diplômes, mais aussi avec des diplômes qui vont être différents. D'accord ? Donc, il est important pour vous
qui vous préparez donc éventuellement à une formation par apprentissage, de bien vous renseigner. Donc pour cela, il y a des guides, et c'est pour vous indispensable. Il y a des guides qui sont réalisés avec le concours de l'ONICEP dans chaque région de France, d'accord ? Ça, c'est le guide de l'apprentissage sur la région Occitanie. Ok. Et ce guide, il est actualisé chaque année, puisque chaque année, il y a de nouveaux diplômes, de nouvelles formations qui peuvent se faire par apprentissage. Donc, premier temps, il faut déjà découvrir la carte des formations par apprentissage qui peuvent vous concerner. Après, bien évidemment, comme pour toute formation, il y a des conditions d'accès. Il y a des conditions d'accès. Pour certains, par exemple, en CAP ou bien même, je dirais, en BTS, vous voulez accéder par exemple à un BTS, il vous faudra avoir validé le baccalauréat, ça c'est clair. Hein. Vous ne pouvez pas dire je vais en BTS uniquement avec un brevet professionnel ou un CAP. Il faut, c'est la règle d'entrée sur un BTS, qu'il soit par apprentissage ou pas par apprentissage, avoir un niveau de bac ou un diplôme de niveau équivalent. Mais il vous faut le bac. Bon. Donc voilà, pour des formations d'ingénieurs, vous le savez, il y a en principe des épreuves de sélection pour accéder à certaines écoles d'ingénieurs. Ce sera la même chose par rapport à l'apprentissage. D'accord ? Le CFA, qui va faire cette formation d'ingénieur, il a établi des règles de sélection pour accéder, bien évidemment, à la formation d'ingénieur par apprentissage. Donc, premier temps, important, se renseigner sur les cartes de formation. Deuxième temps, prendre contact avec les CFA, les centres de formation d'apprentis, qui préparent au diplôme qui vous intéresse. Prendre contact avec ces centres de formation et bien évidemment, des fois, déposer un dossier de présélection. Parce qu'il ne faut pas attendre, si j'ose dire, septembre pour dire oui, ça y est, j'ai signé un contrat d'apprentissage, je veux m'inscrire dans votre centre de formation. Non, il peut y avoir des présélections qui se font, admettons, au mois d'avril ou au mois de mai. Et donc, vous devez vous renseigner sur ces conditions d'accès. D'accord ? Une fois qu'on a trouvé le centre de formation, il faut aussi, maintenant, trouver l'employeur. Et c'est même indispensable. Parce que si vous n'avez pas d'employeur, ben, l'alternance ne peut pas avoir lieu. Vous avez compris que vous avez besoin d'être... Puis, ce n'est pas le centre de formation d'apprentis qui vous paie le salaire, c'est l'employeur. Qu'on soit clair. Donc, il vous faut, une fois que vous avez traité avec le centre de formation d'apprentis, deuxième temps, rechercher l'employeur. Rechercher l'employeur, ça peut se faire selon différentes façons. Il y a dans chaque région, des bourses de l'apprentissage. D'accord ? Des bourses de l'apprentissage. Le terme bourse, ça veut dire qu'il y a des offres déposées par les employeurs, des offres d'accueil d'apprentis, et bien évidemment des demandes de contrats d'apprentissage qui émanent de jeunes comme vous qui recherchent un contrat d'apprentissage. Donc sur la bourse de l'apprentissage, vous pouvez bien évidemment déposer votre inscription. Vous pouvez aussi prendre connaissance des offres que font certains employeurs. D'accord ? Donc il faut consulter la bourse de l'apprentissage régulièrement. Il vous faut aussi vous mettre en relation avec le centre de formation d'apprentis où vous comptez faire cette formation, parce que ce CFA peut mettre en place, par exemple, ce qui s'appelle des job dating. C'est-à-dire, vous allez, à un moment donné, rencontrer des employeurs qui recherchent des apprentis et qui vont venir, à un moment donné, admettons un mercredi, ils vont venir s'entretenir avec des jeunes qui vont venir se présenter en indiquant, voilà, j'ai fait tel et tel type d'études et je recherche maintenant un contrat d'apprentissage. Il peut y avoir également, et ça c'est le plus important et le plus efficace, toutes les démarches personnelles. Donc les démarches personnelles, c'est effectivement envoyer des CV avec une lettre de motivation en expliquant pourquoi vous voulez signer un contrat d'apprentissage, quel type de diplôme et auprès de quelle structure vous allez réaliser cette formation. D'accord ? Donc, il vous faut faire des démarches personnelles. Si vous voulez faire de l'apprentissage dans la fonction publique, ce
qu'il ne faut pas oublier que la fonction publique, donc que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, recrutent des apprentis. Si vous voulez faire un contrat d'apprentissage auprès d'un employeur public, sachez qu'il y a une bourse de l'emploi public, ça s'appelle comme ça, bourse de l'emploi public, bourse interministérielle de l'emploi public. Donc il y a également sur cette bourse, sur ce site, des offres pour accueillir des apprentis. Donc là aussi, vous voyez, c'est des sites, bien évidemment, qu'il vous faut consulter. Après, bien évidemment, il faut vous préparer, au-delà des démarches, CV, lettre de motivation qu'il faudra faire. Après, il faut préparer un entretien. Sachez que les missions locales de jeunes, vous devez les connaître, missions locales de jeunes, ont des dispositifs pour vous aider à préparer les CV, préparer les lettres de motivation, préparer des entretiens de recrutement. Donc, sachez aussi que vous pouvez vous appuyer sur le réseau des missions locales de jeunes pour vous aider dans toutes ces démarches. D'accord ? Mais c'est un parcours du combattant. Un parcours du combattant qui a après un attrait certain. L'apprentissage, parce qu'il y a des réussites très belles, c'est les taux d'insertion dans la vie professionnelle. Sachez que 6 mois après un contrat d'apprentissage, 80% des apprentis ont un emploi. Je voudrais que l'université, je voudrais que toutes les écoles qui forment puissent avoir ces taux de réussite. Parce que former, c'est bien. Mais former, si on n'a pas après la possibilité d'exercer son talent, c'est quand même douloureux pour des jeunes qui ont fait beaucoup d'efforts pour acquérir un diplôme et malheureusement ne pas trouver d'insertion dans la vie professionnelle. Le contrat d'apprentissage, et les résultats sont là. 80% des jeunes, 6 mois après un contrat d'apprentissage, sont en situation de travail. Et ce qui est constaté aussi, c'est que pendant les premières années de carrière, pendant les 10 premières années, les évolutions de carrière des apprentis sont beaucoup plus rapides que les autres personnes qui ont fait la formation traditionnelle. Pourquoi ? Parce que l'apprenti, pendant son temps où il était en situation d'apprenti, il a acquis une maturité, il a acquis un niveau de responsabilité, il a gagné en autonomie. C'est plus le petit jeune, non, c'est effectivement un vrai adulte, un vrai professionnel. Il a été responsabilisé, on lui a fait confiance, il a gagné en autonomie et on voit bien la différence. Pourquoi un employeur il va choisir une personne qui a eu un diplôme par apprentissage par rapport à l'autre qui n'a pas fait d'apprentissage? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être. Voilà. Alors après, une dernière statistique pour vous montrer que dans notre région, alors elle est un peu ancienne, mais bon, elle montre que depuis quelques années, oui, allez-y. Depuis quelques années, si on fait l'analyse des chiffres, là où on voit qu'il y a, vous voyez, la nature des diplômes, les CAP, les brevets professionnels, les bacs, les BTS, et puis après les niveaux 1, et les niveaux 2 et les niveaux 1, donc les licences et les masters. Quand on regarde les taux d'évolution, vous voyez sur la période 2008-2015, on ne va pas regarder les détails des chiffres, mais l'évolution des effectifs d'apprentis, là où ça augmente le plus, vous regardez la dernière colonne, c'est effectivement sur tout ce qui est enseignement supérieur. Donc vous voyez tous ces diplômes-là, tous ces diplômes qui vont vous concerner forcément, puisque vous êtes lycéen et vous aspirez sans doute à maintenant des formations de niveau supérieur. Donc pour ces diplômes-là, regardez qu'il y a des taux d'évolution d'apprentis qui sont quand même très très importants. Et il y a plutôt une diminution dans les premiers niveaux de qualification, donc des CAP, des brevets professionnels. Donc ce qui veut dire que aussi, vous voyez que le monde du travail a des demandes d'exigences de qualification de plus en plus développées. Et vous trouverez toutes les informations, bien évidemment, dans ce guide, parce que pour vous, si vous voulez véritablement rechercher des formations par apprentissage, c'est en se référant à cela. Et il y a une édition annuelle, donc ce guide sort chaque année au mois de mars. Donc travaillez sur la dernière édition. Et la carte des formations,
Elle bouge chaque année. Hein, voilà.